Salut! J'ai pensé que j'étais en train de serrer mes racks pour sécher l'ail, puis j'ai pensé qu'avant de serrer tout ça, puis qu'il soit trop tard, vous montrer ça. Je voulais vous montrer comment j'ai fait sécher mon ail depuis 5 ans. J'ai pas toujours été organisé comme ça avec les racks, mais j'ai essayé plusieurs choses. Puis c'est probablement le setup le plus facile que j'ai trouvé, puis le plus efficace et agréable avec lequel j'ai travaillé. Je fais ça là, depuis. Je suis avec ce setup-là depuis à peu près 3 ans. J'ai réussi à faire sécher, je vous dirais en moyenne, 6 à 7 000 bulbes d'ail avec ce genre de petits séchoirs-là. Ici au deuxième. Puis là, c'est la dernière année parce que là, le deuxième, on va le rénover. Puis on va faire ça plus dans la remise maintenant. Puis je voulais vous montrer les affaires que j'ai. Les bonnes affaires que j'ai faites, puis les moins bonnes affaires pour vous éviter du temps perdu et des problèmes. Fait que premièrement, ça, c'est un frame en 2x3. À l'origine, je l'ai fait de la même largeur que le rouleau de broche que j'ai pris, le rouleau de grillage que j'ai pris, là, qui ressemble à ça, puis qui est 36 pouces de large. Tu le vois comme fou. Puis si vous prévoyez en faire pas mal, on est capable de faire une règle de 3, là, mais moi j'avais 6 à 7 000 bulbes, ça me prenait 14 racks comme ça. Le truc de ça, ce qui est agréable avec ça, c'est que tu peux les mettre en étage, puis ça te sauve beaucoup d'espace. Puis même les étages du bas, tu n'es pas nécessairement. Quand tu rentres ton ail et elle est assez sèche, mettons que tu as la récolte par temps sec, tu peux ne pas faire de rotation, c'est-à-dire prendre les racks du bas qui sont souvent plus humides puis les ramener en haut. Tu peux laisser ton ail tel quel, comme tu la mets tel quel, puis elle va sécher, elle va bien sécher. Là, ce que je voulais dire, deux affaires importantes là, que si tu as recommencé, je ne ferais pas. C'est qu'en partant, j'ai fait mes racks 5 pieds de longueur. Ça, c'est parfait. C'est juste la bonne longueur parce qu'il faut penser que quand on manipule ça au début, puis c'est là, c'est pas, je vous ai mis de l'ail juste pour vous parler d'une couple de choses, là, mais d'habitude, c'est pas mal plus plein que ça. On évite de faire, on remplit un étage. On évite d'empiler l'ail, d'empiler les gousses une sur l'autre. Tu peux les mettre assez denses, mais tu essaies de ne pas en mettre un étage puis après en remettre par-dessus. Tu laisses ça comme ça. Ça va tout le temps faire comme un petit ventre. Ça ne sert à rien quand on fait ce genre de rack-là d'essayer de tailler le plus fort possible. Ce qui est important, c'est mettre des tacs qui sont assez rapprochés, je vous dirais aux 4 pouces à peu près. Puis c'est de mettre des tacs, c'est littéralement des brocheuses, une brocheuse un peu plus commercial. Moi, j'ai pris des tacs, c'est des 3/8 de pouce. J'ai essayé avec des crampes. Là, je vais me rapprocher un peu. Je vais rapprocher la boîte de tacs aussi. Vous voyez, ça ressemble à quoi? Puis tant qu'à ça, je vais amener la brocheuse. C'est pas justement ça ici, c'est correct. Ça, c'est mes tacs. Puis ça, c'est les crampes que j'ai essayé de prendre. Bon, les crampes avec... Ça va-tu? Les crampes avec le genre de broche qu'on a là, c'est trop fort. Ça sert à rien parce que ça casse le grillage. Les tacs, c'est parfait. Il suffit d'en mettre deux tacs, souvent croisés pour pogner le thread du grillage. Un peu les mettre en oblique, puis en mettre à peu près aux 4 pouces, puis c'est très très suffisant. C'est très résistant. C'est surprenant comment c'est résistant d'ailleurs. Fait que quand on travaille avec ça, ça fait. Fait que ce que vous faites, c'est que vous prenez vos mesures, comme je disais, 60 pouces, ça peut être variable, ça dépend des gens. Moi, j'ai trouvé que ça se manipule bien parce que ça peut venir assez lourd. Puis ça fitait bien dans l'espace que j'avais ici. Pour la largeur, il faut vraiment absolument éviter. Moi, je me disais, je vais le faire la même largeur que le rouleau qui est de 36 pouces. Fait que je vais faire mon corps de 36 pouces. Le problème avec ça, c'est que au bord, comme ça, quand vous le faites à 36 pouces, c'est accrochant. Je me suis coupé, je ne sais pas combien de fois, après les bouts de broche qui
qui sortait des côtés. Fait qu'on a le choix de faire le rack un petit peu plus large. Mais moi, ce que je conseillerais, puis ce que j'ai trouvé de meilleur, parce que ça a deux avantages, c'est faire le rack, au lieu de le faire à 36, tu le fais à 34,5. Puis ça te laisse 3/4 de pouce pour replier ta broche. C'est un peu plus long, mais ça vaut vraiment la peine. Puis le faire sur la longueur aussi. Tu replies ta broche, puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Puis ça a deux avantages, c'est qu'après, quand tu taques, tu as comme deux couches de quadrillés sur lesquels taquer. Les tacs sont pris plus solides. La broche, le quadrillé, la broche est pris plus solide. Puis tu t'arrêtes de te couper puis de tirer des mailles sur ton linge parce que c'est vraiment ça qui m'a agacé. Puis tu sais, on se dit, wow, on va faire attention, mais tu sais, quand tu es dans le rush, tu fais sécher ton ail, tu n'as pas le temps de commencer à faire attention. Puis si tu as des enfants, des enfants comme nous autres ici, tu as tout le temps peur qu'ils s'accrochent là-dedans ou toi, tu y penses pas, puis tu t'accroches, puis tu te coupes, puis tu te graphines. Ça fait que c'est vrai, ça vaut vraiment la peine de replier. Je vais vous montrer ce que ça donne. Puis il suffit juste de faire ça comme ça. Prévoir à peu près là, 3/4 de pouce à 1 pouce. Puis le morceau qui est replié, le mettre face au frame. Fait qu'il n'y a vraiment rien qui peut accrocher. Puis taquer ça sur le frame. Ça offre une belle bande de résistance parce que le quadrillé en broche il est comme double. Puis c'est des places qui forcent qui ont le plus de stress puis qui forcent le plus. Ensuite de ça, ce que je voulais dire, c'est ça vaut la peine aussi. Ben, je dirais que c'est quasiment obligatoire de mettre un travers entre les deux parce qu'essayer de faire ça sans mettre de travers au milieu, c'est trop. Ça fait un ventre, puis c'est trop demandant pour la broche qu'on met. Ensuite de ça, c'est vraiment plus agréable, je trouve, de travailler avec de la broche 1/4 mèche, c'est-à-dire avec des petits carrés d'1/4 de pouce, que de travailler avec de la broche. Ça, c'est le premier séchoir que j'ai fait. Les séchoirs ressemblaient à ça. Moi, j'avais pris ça parce que ça, c'est du 1 pouce. 1 pouce mèche. Puis j'avais pris ça parce que la broche était beaucoup plus grosse. Elle était plus gros calibre et était plus solide. Mais je me suis rendu compte que c'était pas vraiment important parce que ça lâchait pas. Le problème avec ça, c'est quand tu viens pour ramasser ton ail, ok, puis tu vas aller rapidement, l'ail, elle roule, puis souvent les queues rentrent dans le grillage, puis là ça kick, ça te retarde. Puis j'ai opté pour de la petite 1/4 mèche parce que ça fait pas ça. Elle est un peu moins grosse, mais quand elle est bien taquée, ça fait pas de différence. Ça fait que ça, je vous déconseille donc de prendre du gros grillage 1 pouce. Prenez du 1/4 de pouce, ça va être parfait. Puis je vais vous donner une autre raison pourquoi. L'ail, quand on la met là, bon, elle reste là jusqu'à temps qu'elle soit sèche. Puis ce que je fais, c'est que je me prends... Moi, j'ai choisi ça. Vous pouvez en prendre un que vous... Ça, c'est littéralement un porte-poussière. Il est fait en plastique assez épais. Puis, vous pourrez prendre de quoi de plus gros, plus petit. Mais quand on vient, mettons, pour remplir les commandes ou pour faire sortir l'ail ou la vendre, on est pas mal mieux de travailler comme ça. Sans être obligé de prendre nos mains et transvider ça. Ça a l'air d'un détail, mais ça va tellement plus vite. C'est tellement plus rapide de travailler avec quelque chose qui ressemble à ça. Puis là, de là l'importance d'avoir du 1/4 mèche parce que ça ne bloque pas nulle part, ça glisse. L'ail, elle glisse sur le 1/4 mèche, puis c'est plus facile à... C'est la même affaire pour de l'ail plus grosse. Vous sauvez beaucoup de temps, ça a l'air de rien comme ça, mais après une saison, on sauve excessivement de temps. L'autre affaire que je veux dire, c'est que je ne sais pas si vous remarquez, si on est capable de venir peut-être un petit peu plus haut pour voir juste la différence de calibre. Bon, l'ail n'est pas de la même couleur parce que cette taille-là a été trimée plus tôt, puis cette taille-là a été trimée un peu plus tard. Mais c'est pour vous dire
quand on sème notre ail, on y va avec les cailleux, qui sont ça c'est de la musique, ça fait qu'habituellement à l'entre 4 et 5 cailleux, c'est à peu près 4,5 cailleux en moyenne. On arrive avec des cailleux gros de même, puis là, du côté de l'ail plus petite, on arrive quasiment à la même grosseur. Là. Les cailleux sont très très petits. Là, on va être obligé de la sortir. Ils sont très très petits. Ça, en gros, c'est dû à la qualité de la semence. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la qualité de la semence, ça englobe plusieurs aspects, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que quand on parle d'ail à semence, on parle de... En gros, si je veux acheter de l'ail à semence, moi, ce que je m'attends d'avoir, c'est que je m'attends d'avoir de l'ail de gros calibre pour avoir des gros cailleux, puis pour être capable de me ramasser avec une récolte comme ça. C'est très possible de planter des petits cailleux qui viennent d'un ail comme ça. Je vais vous en montrer. Je ne vais pas l'ouvrir. Je vais vous en montrer des petits cailleux. Je suis censé en avoir ici. Bon, si on prend des petits cailleux comme ça, on va essayer de comparer. Ça, c'est des petits cailleux. C'est tout petit. Là. Je dis pas qu'on peut pas faire de grosses bulbes d'ail avec des petits cailleux. Mais si on compare... si on compare les grosseurs, là, cailleux pour cailleux, là, vous voyez la différence. Là. Ça fait que, statistiquement parlant, j'ai pas mal plus de chances d'arriver à de la grossaille avec des cailleux gros comme ça. Okay? Je dis pas qu'on peut pas faire de la grossaille avec des tout petits cailleux, mais c'est pas mal moins probable. Ça arrive pas mal moins souvent sur le terrain. Ça fait que c'est important de choisir de l'ail qui est, je dirais, pas nécessairement la plus grosse qu'on peut avoir, mais au moins de taille moyenne à de la bonne taille. Ça, c'est de l'ail de 2 pouces et demi. 2 pouces et quart, 2 pouces et demi, sinon 2 pouces et quart, 2 pouces 3 quarts, c'est quelque chose de bien. Là. Mais évitez de commencer avec de l'ail trop petit. Parce que c'est un peu décourageant, puis si le sol n'est pas tout à fait travaillé à son maximum, puis augmenté à son plein potentiel, vous allez vous ramasser avec de la petite taille, puis c'est un peu décourageant là, cultiver avec ça. Quand j'ai commencé avec Alain Dionne, Alain et Lisette, des Jardins du Sarrois. Alain, il m'a tout montré pour l'ail. Puis Alain vend de la belle et bonne semence. Il n'y a pas de nématodes mangeurs de racines. Ces cultures sont très, très clean. La même affaire pour... on est allé en chercher... parce que des fois, c'est bien de renouveler un peu sa génétique, si on veut. On est allé en chercher chez Paul Bro, au Nouveau-Brunswick, qui fait de la très très bonne semence aussi. Fait que c'est les deux personnes au Québec. Je dis pas, j'ai essayé de l'aide de Mon Jardin Bio, je pense que ça s'appelait, qui est très très belle, mais je vais voir les résultats. C'était de la très belle ail musique, que je vais voir les résultats plus au printemps, parce que je l'ai semé à l'automne. Fait que ça fait le tour. Puis avec vos restants de 2 par 3, ce que vous pouvez faire, parce que ce que vous allez faire dans le fond, c'est quand vous empilez vos racks, vous prenez vos petits blocs, vous en mettez un à chaque coin, puis j'en mets tout le temps un au milieu quand même pour répartir le poids. Puis après ça, vous empilez, comme je vous disais, moi ça m'en prenait 2 piles de 7. Après ça, vous faites juste empiler vos racks un par-dessus l'autre. Je vais sortir le rack 7. Puis ça, c'est parfait parce que c'est parfait pour plusieurs raisons. Tu es capable de les mettre seul, tu es capable de les empiler seul. Puis c'est important au début aussi de mettre les séchoirs vraiment bien alignés parce que si vous commencez avec un petit angle puis vous continuez rendu au 7e, ça va être vraiment gros comme déclinaison, puis comme inclinaison, puis là ça devient un peu dangereux parce que mine de rien c'est assez pesant. Là. Fait qu'on fait des piles de 7 comme ça en montant, puis qu'est-ce que j'ai essayé souvent, c'est que les piles du bas, on peut commencer en mettant les blocs de l'autre bord.
OK, au début, je me disais, ouais, ça sera pas solide, mais c'est quand même pas mal solide. Puis ça vous permet d'avoir plus d'espace entre vos séchoirs. Puis d'avoir une meilleure circulation d'air. OK? Puis là, à partir de là, ben là, on peut se dire, ouais, mais là, si tu fais ça comme ça, tu sais, on peut le mettre encore plus haut. Si vous avez des 4x4, mettons, parce que plus haut, mettez-les pas. Moi, j'éviterais de les mettre de ce sens-là. Là. Tu le pognes-tu? Oui. Parce que là, c'est vraiment pas assez stable. Mais si vous avez genre des 4x4, ben vous pouvez comme les mettre à... pas du bon. Vous pouvez les mettre à une hauteur custom. Vous pouvez vous tailler des 4x4 qui sont comme 6 pouces de haut. Mais généralement, ça c'est parfait. Ça fait que vous pouvez vous débrouiller. La première année que je l'ai faite, les blocs étaient tous de l'autre côté puis c'était parfait. Puis il faut aussi calculer que c'est pratique de les empiler parce que ça prend moins de place. Mais il faut que vous ayez des fans ou un setup qui est capable de balayer la pleine hauteur de votre colonne. Si vous faites une pile de 6, 7, 8 racks, puis là, à un moment donné, il y a une limite rendue. D'après moi, rendu à 10 racks, c'est comme trop. Mais il faut que vous soyez assuré que vous êtes capable de ventiler cette hauteur-là puis d'aller la chercher au complet. Fait qu'il y a différentes sortes de fans que vous pouvez avoir. Là, j'en ai un comme ça, j'en ai un comme ça aussi, qui a fait une très bonne job. Là, quand on veut qu'il aille chercher plus haut, on l'incline ou on le monte sur quelque chose. Les deux affaires à faire attention quand on fait sécher de l'ail, c'est pas commencer trop rapidement. Parce que ce qui se passe, c'est que l'ail a plusieurs couches, a plusieurs pellicules qui la protègent. Puis si on y va trop fort au début, les pellicules plus au-dessus vont sécher. Puis ça va rester extrêmement humide en dedans de l'ail. Puis si il y a eu présence pendant la saison, particulièrement de botrytis, ça va favoriser le fait que le botrytis va continuer à se développer dans votre ail parce qu'en haut d'un certain taux d'humidité, lui, il est capable de continuer à croître. Puis quand on prend un bulbe d'ail et on l'écrase, puis il y a de la poussière grise qui sort, c'est des spores de botrytis, c'est ça qui arrive, c'est que le botrytis finit par manger votre ail. Qu'est-ce que je voulais vous dire à part de ça? En parlant du botrytis, je vais juste ouvrir une parenthèse, mais je vais faire d'autres vidéos là-dessus un petit peu plus détaillées. Là, c'est juste que je serrais les affaires, puis je voulais en profiter pour vous montrer ça. Le problème du botrytis au Québec, là, particulièrement dans l'ail, qui n'aime vraiment pas l'humidité, puis aime vraiment pas qu'il y ait de l'eau qui monte à ses racines, de l'eau qui, aussitôt que l'eau n'est pas vraiment bien oxygénée, il y a présence de botrytis, puis le botrytis il va s'essayer sur l'ail. Puis ce qu'on remarque au Québec, c'est si vous prenez l'été passé, on a eu un été, en tout cas ici, moi je suis dans la région